Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est la dernière présentation de la journée, donc c'est une bonne nouvelle pour vous qui assistez depuis ce matin à ces nombreuses présentations. Ma présentation va se focaliser sur donc le côté académique. On a eu des présentations au niveau des différents mondes industriels, territorial, sociétal. Je vais vous exprimer donc le point de vue des académiques et en particulier des recherches que nous menons sur l'hybridation des sources renouvelables. Quelles sont les problématiques, quels sont donc les enjeux des activités de recherche que nous menons donc à Alexis, l'école d'ingénieurs de La Rochelle. Alors, quelques définitions peut-être avant de commencer. Donc, on a parlé d'énergie, on a parlé de puissance. Qu'est-ce que l'énergie ? L'énergie, c'est la puissance qu'on est capable de délivrer pendant une seconde. Les éléments qui vont produire cette énergie-là peuvent être très différents. Il y a des éléments qui peuvent être très, très puissants, mais qui vont délivrer cette énergie dans un temps qui est très court, alors que vous avez des éléments qui sont peu puissants et qui sont capables de délivrer cette énergie sur un moment donc, qui est beaucoup plus important. Et on va le voir quand on va parler d'énergie renouvelable, avec les problématiques d'intermittence de ces énergies renouvelables. On y associe, on l'a vu au travers des présentations, les différents stockages. Les stockages peuvent être assez différents. Ça peut être des stockages d'origine électrique, mécanique, magnétique. Et aujourd'hui, il y a des programmes de recherche donc, qui approfondissent ces problématiques-là. Par rapport aux actualités, donc on sent qu'on a le soutien des politiques. On peut citer des articles, par exemple, dans les Échos, qui disaient qu'on avait atteint le point bas au niveau du solaire et du photovoltaïque, et qu'il y avait beaucoup de pays, alors on le sent probablement pas en France, mais dans d'autres zones comme l'Asie, Amérique, Brésil, enfin dans tous ces pays qui parient sur ces énergies-là, on sent donc que la tendance est en train de s'inverser. Au niveau recherche, par exemple, en Allemagne, le gouvernement allemand a voté donc un programme de recherche qui est en augmentation de 20%. On est sur 500 millions d'euros. Et quand on regarde un petit peu sur quoi donc, va se focaliser donc, cette enveloppe budgétaire, il y a une grosse partie qui est dédiée à la conversion d'énergie. Parce que si on veut récupérer donc, les sources renouvelables, elles sont de différentes origines. Ça peut être du vent, ça peut être du soleil, ça peut être des déchets qui peuvent se dégrader, qui peuvent produire de l'énergie. Quelle va être l'utilisation ? Est-ce que c'est une utilisation électrique ? Est-ce que c'est une utilisation en chaleur ? Est-ce que c'est un mix donc, des différentes utilisations qu'on va pouvoir trouver ? Donc c'est un point sur lequel je conclurai, mais la conversion d'énergie, c'est un point qui est donc important. Alors je vais me focaliser sur une étude de cas pour qu'on rentre un petit peu plus dans les détails sur ce qu'on fait nous à Alexis et qu'on puisse donc aborder les différentes problématiques qui peuvent se poser quand on fait la conception d'un système hybride. À quoi est-ce qu'on est confronté ? Alors il y a d'abord une approche donc théorique qui consiste donc à donc essayer de comprendre les phénomènes, essayer de les expliquer, les modéliser, voir après comment au niveau des simulations donc on arrive à reproduire certains scénarios, et puis après en laboratoire mettre en œuvre donc avec le développement de petits systèmes, avec la connexion donc de différentes sources, convertisseurs d'énergie, des éléments de stockage. Donc nous on s'intéresse par exemple au stockage électrique, donc ça peut être des batteries pour le côté donc gestion de l'énergie long, et on y associe aussi des supercapacités parce que dans certains transitoires on a besoin d'une puissance vraiment très rapidement. Donc c'est ce que je citais en termes de définition lors de le début de ma présentation.
Alors, donc on verra l'étude d'un cas d'habitation où nous on concentre nos efforts. Et puis, donc, je vous montrerai quelques projets d'actualité qu'on peut avoir dans les différentes zones, en particulier au niveau asiatique. Alors, donc, pourquoi un système hybride? Alors déjà, c'est une nécessité. C'est-à-dire que on ne peut pas, avec une seule source, donc, subvenir aux besoins. Donc, on a besoin de mettre en commun, en combinaison, différentes sources. Ça dépend du site où on se trouve. Donc, par exemple, nous, on travaille sur la récupération du vent et du soleil. Donc, selon le site où on se trouve, on va récupérer plus de soleil, plus de vent. Ça dépend de la saisonnalité. Hein, donc, il fait plus de soleil en été, on consomme moins d'électricité. On peut en avoir besoin pour climatiser, par exemple. Mais on voit bien que en termes de production, d'usage, c'est-à-dire de l'utilisation de l'énergie, ce n'est pas toujours en adéquation. Donc il faut pouvoir trouver au niveau de ces systèmes des éléments intelligents, des éléments qui vont permettre de pouvoir faire la gestion de cette énergie pour qu'elle soit la plus pertinente possible, et faire en sorte que lorsqu'on a des excès de production, eh bien, ça ne soit pas perdu donc inutilement. Et ça, c'est important. C'est important quand on va faire du dimensionnement. C'est-à-dire que, bon, je raisonne sur un système de petite puissance. Si par exemple on prend des panneaux, on prend une éolienne, a priori on ne sait pas la taille des panneaux, on ne sait pas la taille de l'éolienne, donc on a besoin de faire une étude du site. Pour faire l'étude du site, on a besoin de données. Ces données ne sont pas toujours accessibles. Quand on regarde les données qu'on peut avoir au travers de quelques sites internet européens, par exemple, sur lesquels il y a eu des programmes de recherche, on n'a pas forcément une périodicité fine. Hein, on a des valeurs mensuelles. Et si vous avez des valeurs mensuelles et que vous faites la conception donc de capteurs, de vent, de soleil, avec le convertisseur d'énergie qui va bien, hein, c'est-à-dire qui puisse transformer en électricité, eh bien, on peut se rendre compte qu'on est assez loin, finalement, parce qu'on a tendance peut-être à surdimensionner et dire, ben voilà, on prend un coefficient 2, et comme ça, on est assuré de ne pas avoir des soucis en termes de production. Donc, pouvoir caractériser finement ce que l'on produit localement, les énergies que l'on a, c'est important. Nous, on a fait une étude, par exemple, au niveau de la périodicité des données. Quelle est la bonne périodicité? Est-ce qu'une périodicité horaire est suffisante, finalement, pour calculer le potentiel énergétique qu'on a sur un site? Donc, on a comme ça, à partir d'un site basé aux États-Unis qui mesure avec des périodicités qui sont très, très disparates. Hein, ça peut être de l'ordre de la seconde, de l'ordre de la minute. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, quand on prend des périodicités de 30 minutes, donc, où on récupère donc la donnée de vent, de soleil, etc., eh bien, on se rend compte qu'on n'est pas trop mal finalement au niveau de la production qu'on va avoir au niveau annuel. Donc je ne rappelle pas les problématiques et donc les enjeux de ce genre de système. Hein. Donc pas lié à l'intermittence des ENR, associer donc du stockage, faire le choix du bon type de stockage. Hein. Est-ce que c'est du stockage électrique? Est-ce que c'est du stockage mécanique? Est-ce que c'est du stockage hydraulique? Pour produire 1 kW, par exemple, on a besoin de 70 grammes de pétrole. On a besoin de 5 à 6 kg de batterie de lithium-ion, hein, donc il faut qu'elle soit chargée. On a besoin de 30 kg de plomb. On a besoin de monter 1 tonne d'eau à 100 mètres de hauteur. Et donc, quand on va renvoyer, on va produire donc 1 kW. Alors, voilà un petit peu l'environnement une fois qu'on l'a étudié et qui rassemble finalement
les acteurs qu'on va retrouver sur un système. Donc on va trouver des sources, hein, donc les sources peuvent être extrêmement variables, donc ça peut être des sources qui produisent à partir des énergies fossiles, des sources qui produisent à partir des éléments naturels comme le vent et le soleil. On voit ici la pile combustible qui peut être source, mais qui peut être aussi dispositif de stockage. Donc ça, c'est sur la partie gauche. Il reste 3 minutes. D'accord. Sur la partie droite, en haut à droite, donc vous avez les différents éléments de stockage qui vont intervenir sur le temps, donc sur la durée, est-ce que donc on en a besoin rapidement ou pas. Donc en fait, voilà, donc là on a tout l'environnement finalement, et donc on a les différents éléments qu'on va retrouver dans un système. Alors les recherches vont se baser sur quoi? Eh bien, les recherches vont se baser sur chacun des éléments, donc les capteurs de source, hein, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, les systèmes qui permettent de convertir les biodéchets en chaleur ou bien en électricité. Donc déjà, on va pouvoir travailler sur ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on cherche sur ces éléments-là? On cherche à produire le maximum de puissance. Mais attention, parce qu'on est obligé de raisonner système. C'est-à-dire que si on fait la production de maximum de puissance pour tous les éléments-là, on ne va pas forcément être en adéquation avec ce qu'on a besoin. Donc il va y avoir nécessité peut-être de faire des dégradations. C'est-à-dire on fait du maximum de puissance, eh bien il faut prévoir des algorithmes qui permettent de dégrader et dire ben non, je n'ai pas besoin de produire autant, je réduis ma production et donc j'évite les excès de production, j'évite les pertes, j'évite les phénomènes de chaleur, etc., etc. Donc on travaille sur les systèmes. On peut travailler aussi sur la gestion intelligente de l'énergie. Alors, quand on travaille sur un système, donc on commence à étudier le site, donc comme je l'ai indiqué. On essaye de prévoir au mieux la production qu'on va avoir donc des différentes ressources. Compte tenu de cela, donc ça c'est important, il faut connaître la consommation. Cette consommation-là, alors on peut tenir compte des factures sur plusieurs années, et puis aussi on peut intégrer un module temps réel, par exemple, qui va prendre en compte les consommations donc, qui sont en cours. Donc la production, la consommation, la conversion et donc le stockage. Et ça passe par la modélisation. Donc c'est ce qu'on fait. Hein, donc on travaille avec des outils mathématiques, physiques, qui permet de modéliser donc, sur un écran d'ordinateur, hein, et qui ensuite vont permettre de tester différents scénarios. Et ce n'est qu'une fois qu'on sera satisfait du test de ces différents scénarios, de voir si les algorithmes de supervision d'énergie qu'on a pu développer sont conformes, qu'à ce moment-là, on va développer donc en laboratoire des systèmes pratiques. Alors vous avez par exemple sur cette diapositive donc un exemple d'algorithme de la gestion d'énergie. Alors la problématique donc, qui se pose, c'est de pouvoir tester la state of charge, donc c'est donc le seuil de charge de la batterie, hein, puisqu'on travaille en particulier sur ces batteries-là. Et donc on se pose la question, où est-ce qu'on en est au niveau de l'état de la batterie? Est-ce qu'on est dans le mi? Est-ce qu'on est entre les deux seuils finalement? Alors après, ça dépend des technologies. Hein, une batterie au plomb, on peut la décharger intégralement. Une batterie au lithium, c'est pas la peine de la décharger intégralement. Donc si on est entre le seuil minimum et le seuil maximum, on est dans un fonctionnement normal. Donc la production est en adéquation avec la consommation, on peut recharger. Après, la question se pose lorsqu'on est en dehors des limites, c'est-à-dire est-ce qu'on est en dessous des capacités de stockage ou bien est-ce qu'on est au-dessus? Si on est au-dessus, donc ce sont des excès, et c'est là où il va falloir réduire, hein, on parlait d'optimisation de MPPT, donc la recherche du point maximum, c'est là où il va falloir réduire la production de ces différents capteurs.
Et enfin, le cas intermédiaire, c'est-à-dire on est en dessous, donc on n'a pas la possibilité avec les batteries, avec les dispositifs de stockage, de subvenir aux besoins. Et bien à ce moment-là, il faut faire du délestage. C'est quoi le délestage? Eh bien, on va couper certains équipements qui ne sont pas prioritaires. Donc tout ça, ça demande, bien entendu, une étude qui est assez complexe parce que ça peut faire intervenir des paramètres qui sont très différents et dont les finalités sont contradictoires. Alors donc c'est parfait. D'accord. Donc une petite minute alors. Donc je vais terminer par des projets. Alors des projets qu'on retrouve en Asie. Souvent dans ces domaines-là, le Japon, la Chine sont des pays qui sont cités en référence, qui sont en avance, qui multiplient leur capacité de production. Donc là, par exemple, vous avez une maison qui est commercialisée depuis déjà 3-4 ans au Japon, donc qui est la Green First hybride et qui donc intègre différentes sources et qui est capable de subvenir donc aux besoins. Alors, je n'ai pas parlé de la consommation et des usages. On est dans la production, mais il faut aussi penser efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'il faut isoler, il faut se poser la question si on ne consomme pas de trop. Donc je ne vais pas aborder cet aspect-là. Un deuxième exemple, qui est beaucoup plus conséquent. Donc, dans une ville, Yancheng, de 8 millions d'habitants, a été développée donc une centrale hybride photovoltaïque éolien de 220 MW. Il y a 10% qui est assuré par le photovoltaïque, donc il y a 200 MW d'éolien et 20 MW de photovoltaïque, qui va produire 23 millions de kWh. Alors, ça fait quoi en nombre de maisons? Ça dépend des maisons, ça dépend des appartements. Une maison en France, ça peut consommer, si on n'est pas très consommateur, si la chaleur est assurée par exemple par du bois, ça peut faire du 10 000 kWh, mais ça peut faire aussi du 30 000 ou du 40 000 kWh. Donc ça permet de voir ce qui est évité en termes de charbon et de CO2. Le CO2, on l'intègre dans nos travaux. On fait un coût économique, on fait le calcul d'un coût économique, mais on fait aussi le calcul d'un coût écologique. Et on se rend compte souvent, par exemple, que le côté stockage, par exemple quand on a des batteries, c'est un coût qui n'est pas négligeable. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.